agir selon nos prévisions. Elle se dirige vers l'exposition au sous-sol. Très bien. Passez à la vérification. Oui, bien sûr. Vérifions tout de même qu'il s'agit de la bonne personne. As a biologist, I always thought it wasn't fair that humans got all the advice they needed about C'est elle. Veuillez nous faire la traduction. nowhere to go. Oui, bien sûr. En tant que biologiste, j'ai toujours pensé qu'il était injuste que les êtres humains puissent bénéficier de tous les conseils sexuels qu'ils voulaient, alors que les autres espèces n'avaient nulle part où s'adresser. C'est vrai, que faire si vous êtes une hyène mâle et que votre compagne vous bat ? Vers qui se tourner quand une femelle coléoptère essaye de pondre ses œufs dans votre carcasse ? Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma clinique de l'amour qui offre des conseils en sexologie à toute la création. Le bouche à oreille a fonctionné et très vite, toutes sortes de créatures sont venues me consulter pour toutes sortes de problèmes sexuels. Et un jour, on m'a proposé de présenter mon propre show télévisé. Bravo Fernande, vous avez mis dans le mille. Je suis folle de joie. Ne vous déconcentrez pas. Phase 2, la plus délicate. Bonne chance Fernande. Merci. Bonjour. Bonjour. Docteur Tatiana. Fini l'incognito. Je suis une grenouille. Je m'appelle Fernande. Enchantée. Docteur, au nom de toutes les grenouilles de France, je suis venue vous exprimer notre déception. Nous sommes des milliers à avoir lu votre livre, toutes admiratrices, fans de vos célèbres conseils. J'ai personnellement appris votre langue pour mieux suivre vos faits et gestes outre-Manche. C'est ainsi que j'ai appris l'existence de votre show télévisuel. Voilà l'objet de notre chagrin. Pourquoi, cher docteur, votre show est-il réservé aux seuls animaux anglophones ? Pourquoi nous, grenouilles françaises, en sommes-nous privés ? N'y a-t-il pas là quelque injustice ? De quoi chatouiller notre paranoïa ? Pardon, il faut absolument régler ce différend. Reprenons donc au moment où l'on me propose mon émission et où je deviens le docteur Tatiana, le plus célèbre docteur de l'amour de toute la création, le docteur Love. Ma copine est toute excitée. Mon joujou ne marche plus. Je suis troublé par ce mecton qui ressemble à une nana. J'ai des frissons pour ma maman. Je suis toute chose devant mon père. Ma sœur se prend pour mon frère. Et mon frère est devenu fou. Si tu veux mordre ton amant, si tu veux le voir saigner, si t'aimes dormir avec maman, écoute bien ce qu'il te faut. C'est le docteur Love, oui bébé, vas-y, va donc la voir. Le docteur Love, oui bébé, c'est elle qui saura bien si tu galères en amour te donner un petit coup de main. C'est le docteur Love, oui bébé, la clinique de l'amour. De tout temps, l'homme a prétendu comprendre la femme et même certains savants sont allés jusqu'à affirmer que son comportement naturel devait plus ou moins ressembler à ceci. Au temps des contes de fées, les filles étaient encore considérées comme d'aimantes bâtisseuses de foyers, loyales et fidèles, ne désirant rien d'autre que de rencontrer un homme qu'elles pourraient épouser et pour lequel elles se dévoueraient à jamais. Même mes collègues biologistes voyaient les mâles en coureurs de jupons et les femelles naturellement chastes. L'observation scrupuleuse d'autres espèces nous apprend que cette théorie n'est qu'un fantasme et que la réalité est tout autre. Dans la plupart des espèces, les femelles sont loin d'être douces et gentilles. En fait, elles sont souvent plus redoutables que les mâles et se battent bec et ongles pour obtenir ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, en grande majorité, c'est plein d'hommes et beaucoup de sexe. Chez nous, les humains, il y a beaucoup d'idées reçues en ce qui concerne la sexualité. La plus répandue est que ce sont les hommes qui en sont les plus friands. Chez les rats, les chauves-souris, les hamsters, les lapins, les furets, les papillons, les araignées, les mouches, les crapauds et la plupart des espèces observées, la femelle est en général obsédée par le sexe. Par exemple, une lionne en chaleur cherche à s'accoupler toutes les demi-heures, jour et nuit, pendant 4 jours de suite.
Notre nymphomanie à nous les filles est plus qu'une simple curiosité biologique. Elle est au cœur même de l'évolution. Le sexe est cause de tant de problèmes, docteur. Le problème avec le sexe, c'est les mâles. Le problème avec le sexe, c'est les femelles. Le problème avec le sexe, c'est le sexe. L'ennui avec toi, c'est que tu veux te bagarrer. L'ennui avec moi, c'est que je veux m'amuser. L'ennui avec vous, c'est que ça dure toute la nuit. L'ennui avec nous, c'est que c'est jamais fini. Le sexe est complexe, et qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça? Le sexe est complexe et j'y vais sans compter. Le sexe est complexe, C'est une sale manie. Le sexe est complexe et ça me fait rire. Tu n'aimes pas trop ce que je te fais et ça te fait plutôt mal. Tu dis que je te couvre trop de bleu, mais toi tu fais pas mieux. le sexe est complexe, ça pue, ça colle et ça poisse. Le sexe est complexe, il faut que ça fasse mal. Les filles c'est pas simple, elles n'ont les cas, c'est chipote. Les gars c'est pas simple, ils en veulent toujours plus. Le sexe est complexe, De face ou bien de côté. le sexe est complexe, une vraie prise de tête. Le sexe est complexe, j'ai bien failli tout gâcher. Le sexe est complexe, ça vous flamme. Tu prétends qu'il n'y a rien de meilleur. Désolé, briser ton rêve. Un amour n'est qu'un emmerdeur. Le sexe est un problème. Tu crois que ça sera pour toujours. Désolé de te décevoir. Si tu savais comme c'est galère. Le sexe est un problème. Chez les femelles, le besoin de faire l'amour peut avoir des causes diverses, mais beaucoup se montrent très sensibles aux petits cadeaux. Écoutez le témoignage d'un de mes patients, le mâle de la mouche à Ballonnet. Je n'arrive pas à avoir de nana. Vous n'avez pas de fiancée? J'en ai trouvé une, mais elle ne veut pas de moi. Je le flirte, je la supplie, je lui offre mon amour éternel. Rien à faire. Est-ce que vous lui avez offert des présents? Des présents? Oui, des cadeaux. Mais l'amour n'a pas de prix. Méfiez-vous des idées reçues. Certaines femelles sont littéralement conçues pour être excitées par les cadeaux. Prenez par exemple la sauterelle mormone, qui vit dans les champs. Ce qu'elle veut réellement, c'est un partenaire qui lui fera beaucoup de cadeaux. Mais tandis qu'une femme du genre humain préférera les rivières de diamants et les petites voitures rouges, la femelle sauterelle mormone, elle, aime la nourriture. Heureusement, les mâles sauterelles aiment les femelles qui aiment la nourriture. Car ici, comme dans tant d'autres espèces, les mâles préfèrent les filles bien en chair qui sont souvent signes de fertilité. Est-ce pour les mêmes raisons que beaucoup d'hommes frétillent à la vue d'une femme voluptueuse? À tel point que certaines femmes se font poser des implants mammaires pour leur plaire? La femelle sauterelle mormone aime tellement s'empiffrer qu'elle n'autorisera un mâle à s'accoupler avec elle que s'il lui offre un bon repas. Les scientifiques nomment cela un cadeau nuptial. Afin d'explorer le lien entre cupidité et luxure, je me suis rendue à Toronto pour rencontrer Daryl Gwynn. Il a consacré une grande partie de sa vie à observer les sauterelles mormones gloutonnes. On sait que les femelles, quand elles ont faim, peuvent s'accoupler jusqu'à 14 ou 15 fois de suite. On a fait une expérience au labo qui a démontré que si on affamait une femelle, elle devenait sexuellement plus aventureuse. Il y a des limites à la quantité de nourriture qu'un mâle peut fournir. Pour bien manger, ces dames ont donc besoin de beaucoup d'hommes. Elles sont tellement voraces qu'elles se battent pour avoir le plus d'aventures possible. Pourquoi, dans tant d'espèces, les femelles ont-elles évolué ainsi? Il semblerait que celles qui se font payer s'en sortent mieux au niveau de la reproduction que leurs sœurs qui couchent gratis. Plus une femelle s'accouplera, meilleure sera sa forme, ce qui lui permettra d'évoluer car elle produira plus d'enfants, plus d'œufs. Au fond, en faisant plus d'œufs, on offre à notre progéniture une plus grande chance de survie. Oui, Et pour obtenir plus de beaux œufs, c'est une bonne idée de manger le plus possible. exactement. Une manière d'y arriver est de s'accoupler avec plein de gars. Oui. Pour les femelles, cela se résume essentiellement à plus de sexe apporte plus de nourriture, qui apporte plus d'enfants. Exactement. On peut vérifier qu'il existe un lien positif, solide et durable entre le nombre de cadeaux qu'une femelle reçoit et son rendement reproductif. La diversité des partenaires a donc du bon. Pour les femelles, pas pour les mâles. Pour les femelles. Alors, les garçons donnent des cadeaux aux filles pour coucher avec elles? Oui, en échange d'un peu de tendresse, peut-être, et aussi pour prouver que ce seront des pères attentionnés. Et le type de cadeau est important? Plus c'est grand, mieux c'est. Nous le savons tous, ce qui compte dans un cadeau, c'est l'emballage. Comme la sauterelle mormone, l'araignée mâle Pisaura mirabilis échange de la nourriture contre du sexe.
La quantité de nourriture qu'il offre déterminera le temps qui lui sera octroyé auprès de la femelle. Et les mâles ont trouvé une ruse. Plus le cadeau est bien emballé, plus la femelle mettra du temps à l'ouvrir et plus le rapport sera long. Elle sera peut-être déçue par la valeur du présent, mais s'il est enrobé de suffisamment de papier cadeau, le coquin arrivera à ses fins. On a remarqué que certains mâles n'hésitaient pas à refiler le même cadeau à plusieurs femelles. Par exemple, la mouche scorpion mâle. Le mâle de la mouche scorpion apporte sournoisement un morceau de choix à une femelle en guise de paiement. C'est une erreur de lui faire confiance. S'il remarque une femelle plus séduisante, il désertera le bateau, saisira les restes de son succulent cadeau et si la nouvelle venue n'est pas dégoûtée, il sautera à son bord. Un vrai mufle. Mais pour les filles, ça ne change rien. Les études scientifiques le confirment. Quand on est une fille, mieux vaut avoir beaucoup d'amants. On est sûr d'être bien nourri, d'avoir beaucoup d'enfants et qu'ils seront en bonne santé. Comme certaines filles du genre humain qui perdent la tête quand il y a une rivière de diamants à gagner, les femelles d'autres espèces peuvent aussi être conquises par de beaux bibelots. Ici, par une bulle de soie. Magnifique certes, mais parfaitement inutile. Pourquoi les mâles font-ils cela? Pour frimer. Il va tout simplement emballer un morceau d'insecte dans de la soie et présenter cette petite balle à la femelle. Ça s'est ritualisé, et s'il se nomme mouche à ballonnet, c'est parce qu'il ressemble au petit ballon que les mâles offrent aux femelles. Elle ne peut rien en faire à part jouer avec? Non. C'est une sorte de démonstration masculine, un rituel d'exhibition qui a peut-être à voir avec ses qualités génétiques, comme s'il vantait ses mérites à travers la soie. C'est ça? Alors les filles en veulent toujours plus parce que plus elles ont de rapports, plus elles ont de cadeaux? Pas tout à fait. Toutes les femelles ne font pas commerce de leur charme, mais elles aiment quand même beaucoup le sexe. Pourquoi? Pour nous parler de ces femelles torrides, veuillez accueillir mon invité suivant, le mâle coccinelle. Alors, monsieur Coccinelle, toutes nos félicitations. Espèce de sale nymphomaniaque! Ne venez-vous pas de vous marier? Je lui ai donné mon cœur, elle l'a jeté par terre. Ça doit être douloureux. Moi, je me suis bien éclatée. Les mariages chez les coccinelles se finissent toujours mal, car la mariée ne sait pas se tenir. La femelle coccinelle jouit d'une réputation enviable, si jolie, si douce, si innocente. En réalité, elle fait partie des créatures les plus chaudes de toute la création. Et les scientifiques nomment sa façon vigoureuse de s'accoupler le rock'n'roll. La coccinelle a tant de désir qu'elle n'exige aucun cadeau en retour. Son seul but, collectionner les partenaires. Dès qu'un gars coccinelle pense avoir trouvé l'âme sœur, la gourgandine s'enfuit avec un autre pour le faire encore et encore. Allez-y donc les filles, 2 fois c'est encore mieux. Dites donc, les filles, elles y vont à la manœuvre, hein, comme on dit chez nous. Vous n'avez encore rien vu.
Pourquoi les coccinelles ont évolué pour devenir aussi sexuées? Pour trouver une réponse, je me suis rendue à l'université de Cambridge, en Angleterre, afin d'y rencontrer le biologiste Mike Majerus, qui étudie ces créatures depuis 20 ans. Alors voilà les coccinelles. Vous, les Américains, les appelez les ladybugs, des punaises. Ici, ce sont des ladybirds, comme oiseaux. Or, ce ne sont ni des punaises ni des oiseaux, mais des coléoptères. Elles devraient s'appeler lady beetles. Et pourquoi ce lady? Les Français les nomment bêtes à bon Dieu, Our Lady Beetles, les coléoptères de Notre-Dame la Vierge. Pas très approprié ce nom, on ne peut pas dire qu'elles brillent par leur chasteté. Elles ne sont pas chastes du tout. Elles ont de nombreux partenaires, indifférents chaque jour. Les gens les aiment beaucoup. Oui, tout le monde aime les coccinelles. S'ils savaient de quoi elles sont capables, elles sont porteuses d'un tas de maladies sexuellement transmissibles. Elles pratiquent le cannibalisme, la nécrophilie, le fratricide. Dites-moi quand vous voulez que je m'arrête. C'est sans doute une bonne expression pour les coccinelles de dire qu'elles se tiennent mal. Mais nous ne devrions pas les juger selon nos critères humains. Elles font certaines choses qui leur réussissent d'un point de vue évolutif. J'ai entendu dire qu'un de leurs comportements s'appelle le rock'n'roll. C'est quoi? Elles font un mouvement énergique qu'on a appelé twist, car c'est ce qui nous est venu à l'esprit quand on l'a vu. Quand on a dû établir ces caractéristiques, on ne pouvait décemment pas écrire cela dans les textes scientifiques. Alors on s'en est sorti en parlant de comportements similaires au twist. Et puis, il évolue en un mouvement plus doux que nous avons appelé rock'n'roll, car elle vibre délicatement en se balançant d'un côté à l'autre. Ainsi, nous avions twist et rock'n'roll et nous avons réussi à faire passer cela dans toute la littérature scientifique. À quoi sert le rock'n'roll? Le mâle essaye de stimuler la femelle afin qu'elle reçoive la totalité de son sperme. Il s'assure ainsi de sa paternité, enfin, autant que possible. Comment le fait de procurer du plaisir à une fille peut garantir un mâle de sa paternité? Dans de nombreuses espèces, les filles exigent de fortes stimulations sexuelles pour pouvoir ovuler et se reproduire. Les chats, les mulots, les furets, les hamsters, les rats et les souris ne produiront pas d'œufs sans stimulation. Reconnaissons que bien souvent, les garçons trouvent la sexualité épuisante. Il n'est pas surprenant qu'il en faille plusieurs pour stimuler une fille. Alors, j'ai besoin de stimulation? Tu veux dire que je suis pas assez stimulant? T'es pas mal, mais j'en veux plus. On comprend bien qu'une sauterelle nourrie lors de l'acte sexuel veuille tout un tas de partenaires. Mais que rapportent aux coccinelles ces coucheries à droite et à gauche? Pourquoi tous ces amants? Eh bien, l'accouplement avec de nombreux mâles est simplement une stratégie de reproduction. Certains mâles sont génétiquement plus compatibles avec certaines femelles. Donc ce n'est pas que nous soyons l'un ou l'autre stériles, mais cela peut ne pas marcher entre nous. Oui, ensemble cela ne marche pas. Mais vous pourriez très bien fonctionner avec un autre mâle et moi avec une autre femelle. Ce mâle n'est pas simplement inapte, il est juste incompatible génétiquement avec cette femelle. Ce n'est pas une surprise que l'évolution des femelles les ait conduites à être aussi volages. En lisant les écrits scientifiques, on réalise que les nymphomanes s'en sortent mieux. Attendez une minute. Si les filles sont si chaudes et veulent toutes sortes d'amants, pourquoi personne ne veut coucher avec moi? Bien que dans beaucoup d'espèces les femelles soient souvent infidèles, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles couchent avec n'importe qui. Quel est leur genre d'homme alors? Ah, qu'est-ce qui fait vibrer une femme? Voilà le mystère. Prenez la ramphomie à longue queue, appelée aussi mouche danseuse. Quand elle ne rêve pas de garçons qui la couvrent de cadeaux, elle rêve de mâles qui font ce qu'ils savent faire de mieux. Exécuter une merveilleuse et délicate danse en tournoyant et en vrillant dans l'air. Je connais aussi des filles du genre humain qui apprécient les bons danseurs de tango. Mais parmi tous ces attraits superflus, celui qui a le plus de succès auprès de ces dames, c'est la beauté. Oh, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Un amoureux fidèle? Elles s'en fichent. Un bon père? Dans le genre sexy, il y a mieux. Malin? Vous vous êtes regardé. Fort? C'est la beauté qu'elles cherchent. Elles veulent que vous possédiez de belles plumes et en plus une longue queue. Les plumes de paon ne servent à rien du tout. Elles sont jolies. Non seulement elles ne servent à rien, mais elles sont si volumineuses qu'elles m'empêchent de m'enfuir quand on cherche à me croquer. La
beauté n'est pas uniquement un plaisir pour les yeux. Une bonne apparence est souvent le signe de bons gènes, ce qui peut expliquer ce fait remarquable. Les beaux mâles ont souvent des enfants en meilleure santé que les moches. Chez les paons, par exemple, les femelles engendrées par des mâles pourvus de belles queues ont un taux de survie plus élevé que celles qui sont issues de paires d'apparence banale. Chez les colverts également, la canne qui s'accouplera avec le canard le plus sexy pondra de plus gros œufs et aura des canetons bien portants. Qu'en est-il des femmes du genre humain? Sommes-nous plus attirés par les petits chauves milliardaires qui nous offrent une rivière de diamants? Ou par le maître nageur au bon gène qui n'a pas plus d'avenir qu'un poisson rouge? Pour le découvrir, je suis allée rendre visite à Mary Hazelton, chercheuse à Los Angeles, qui travaille depuis 10 ans sur les préférences sexuelles des humains. Je sais quel genre d'homme me plaît, mais qu'en est-il des femmes en général? Les femmes veulent tout avoir. Elles veulent un partenaire qui ait de l'argent, qui soit intelligent et attentionné, et qui soit attirant et... Est-ce que j'ai cité le sens de l'humour? Sincèrement, les femmes veulent tout. Sexy, drôle, riche. Absolument tout cela. En quoi cela influe sur leur comportement? Il est difficile de trouver tout dans un même lot, donc les femmes doivent parfois faire des concessions. Quel genre de compromis fait-on généralement quand on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut? Qu'est-ce qui reste? Si une femme cherche un compagnon durable, elle est capable de renoncer à l'attirance sexuelle, mais aussi au riche, qui n'est pas particulièrement excitant. Disons que je sois mariée à un type riche, mais franchement ennuyeux. Que ferais-je dans cette situation? Je ne sais pas ce que vous feriez, mais je peux vous dire que certaines femmes que j'ai étudiées ressentent un désir accru pour d'autres partenaires. C'est quoi mon type de mec? Un homme sexuellement attirant. Donc mariez-vous avec un banquier rasoir, mais couchez en cachette avec un joli garçon? Il y a de nombreuses espèces où les mâles et les femelles vivent ensemble en couple. Des oiseaux comme la mésange bleue ou le mérillon splendide se comportent souvent comme mari et femme. Mais même au sein de ces espèces, la vie en couple n'est pas forcément un gage de totale fidélité. Chez les mésanges bleus, par exemple, la femelle dont le partenaire est très beau ne sera certainement pas volage. En revanche, si son conjoint est quelconque, et même si c'est un bon nourricier, il y a des chances pour qu'elle aille voir ailleurs. Ces aventures ont un but. Les femelles adultères ne veulent pas uniquement s'octroyer du bon temps. Elles veulent transmettre de bons gènes à leur progéniture. Et c'est cette quête de bons gènes qui influence le comportement volage de la plupart des espèces. À quel moment est-ce que je vais batifoler le plus? Ce que nous avons découvert ces 10 dernières années, c'est que les préférences des femmes varient en fonction de leur cycle. Lorsqu'elles sont en période de grande fertilité, au moment de l'ovulation. Quand elles peuvent concevoir. Quand elles peuvent concevoir, leurs préférences pour des caractéristiques sexuellement attrayantes augmentent. Je vais donc flirter davantage quand je peux tomber enceinte. Et si je ne peux pas espérer tout obtenir d'un partenaire, je choisirai celui qui pourra subvenir à mes besoins, même si je ne désire pas faire des enfants avec lui. Et en évoluant, les femmes se sont mises aussi à rechercher de bons gènes chez leur partenaire. Le premier venu ne fera pas l'affaire. Il ne sera pas l'objet de son intérêt lorsqu'elle sera dans sa période la plus reproductive. Et le premier venu riche? Peut-être voudra-t-elle en faire son compagnon durable. Les conclusions varient, mais une étude démontre qu'un enfant sur 10 n'a pas été engendré par celui qui croit être son père. Ça doit être assez inquiétant pour les hommes de savoir à quel point les femmes peuvent être volages. Les femmes n'en ont pas parlé pendant longtemps. Maintenant, le voile se lève. Ce qui séduit les filles est très différent d'une espèce à l'autre. Mais toutes recherchent des qualités qui soient bénéfiques à leur progéniture. Un des traits de caractère que de nombreuses femelles trouvent attirant, c'est la dominance. Ce qui peut s'avérer problématique dans certains cas. Prenez la mouche des algues d'Australie. Docteur Tatiana, j'ai le cœur brisé. Je bourdonnais tranquillement l'autre jour quand je l'ai vue. De belles ailes, de jolis poils abdominaux juste là. Mais quand je me suis approché d'elle, elle m'a envoyé des coups. J'avais beau lui dire, je suis pas comme les autres mecs, je suis un gentleman. Rien à faire. Dès que je m'approchais, elle voulait me réduire en bouillie. Alors là, vous n'avez rien compris, mon vieux. Arrêtez tout ce baratin de New Age. Ce n'est pas ce qu'attend la femelle mouche des algues. Vous insinuez qu'elle veut pas être traitée comme une fleur précieuse? Non, tout ce qu'elle veut, c'est un beau mâle viril qui la domine, qui lui en fasse voir de toutes les couleurs. Elle ne s'accouplera pas avec vous sans cela, vous comprenez?
Elle veut être certaine que vous êtes le meilleur, que vous êtes capable de faire des enfants solides, pas des mauviettes, ce qui implique qu'elle doit s'accoupler avec un partenaire robuste, et non pas avec un gugus mangeur de quiche qui se balade en sandales. Mais j'ai pas de sandales! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lorsqu'une mouche des algues mâle remarque une mouche des algues femelle, il se glisse à ses côtés le cœur plein d'amour. Malheureusement, les mouches femelles sont des dures à cuire, des rustres, prêtes à dérouiller les mâles hésitants. Ce n'est pas une de ces féministes en guerre contre les hommes, mais mieux que des bouquets ou des mots doux, elle apprécie qu'on lui fasse la cour de manière physique, qu'on la maltraite et qu'on s'impose par la force. Ce n'est pas un viol, elle veut simplement vérifier qu'il est fort. S'il a ce qu'il faut pour arriver à ses fins, c'est qu'il fera un bon père pour ses enfants. Attention, chez les animaux, la violence sexuelle est toujours difficile à juger. Le fait de se débattre n'est pas toujours signe d'aversion. J'espère vous avoir convaincu que jeu de main ne signifie pas toujours jeu de vilain. S'il est souvent pratique d'avoir un homme qui sache se bagarrer, il est également primordial qu'il sache obéir. Un autre mythe choquant et pourtant partagé par la plupart de mes semblables, c'est que le mâle est le sexe dominant. En se montrant difficile sur le choix du partenaire, les femelles décident quels mâles transmettront leurs gènes à la génération suivante. En termes d'évolution, elles ont bien plus de pouvoir que vous ne pensez. De plus, elles sont généralement plus grandes. Parfois, beaucoup plus. Regardez la femelle du ver Bonellia. La voici au fond de la mer avec son nez gigantesque qui flotte devant elle, prête au badinage, cherchant à repérer un type robuste et séduisant. En voilà un mâle qui espère s'acoquiner avec une jolie poulette, histoire de s'amuser. Mais la sexualité pour le ver Bonellia n'est pas une partie de rigolade. Dans cette espèce, le mâle est 200 000 fois plus petit que la femelle. Pour s'accoupler, elle aspire son petit ami par le nez et il descend lentement jusqu'à son appareil reproductif. Il y restera jusqu'à la fin de ses jours en régurgitant du sperme par la bouche. Les femelles ne sont pas seulement plus grandes que les mâles, elles peuvent aussi être plus violentes. Dans toutes sortes d'espèces, c'est la femelle qui porte la culotte, et dans certaines, elles ont même de quoi la remplir. Voyons un autre de mes patients, Monsieur la hyène rieuse. Ma petite amie a un truc. Un truc? Ouais, vous savez, un truc qui pendouille entre les jambes. Un phallus? Ouais. Et ça vous dégoûte du sexe? Sexe? Mais elle est tellement méchante que je peux pas m'approcher d'elle. Chez certaines espèces, les femelles possèdent un phallus. Mais chez votre ami, il ne s'agit pas d'un vrai pénis. Ce serait plutôt un clitoris nettement hypertrophié, vous voyez? Un clitoris qui aurait la même taille et la même forme qu'un pénis. C'est peut-être l'explication de l'agressivité de votre ami. On fait comment pour s'accoupler avec une femme qui a un pénis? En faisant très attention. Je suis partie à San Francisco, à l'Université de Californie, où un groupe de scientifiques étudie la biologie sexuelle et le comportement amoureux d'une des plus méchantes femelles au monde. Les recherches ont démarré au début des années 80 et aujourd'hui, 34 hyènes sont en observation. S'approcher d'une hyène femelle n'est pas une plaisanterie. Elles sont plus imposantes que les mâles et beaucoup plus violentes. Pour mieux l'observer, Ned Place, un des biologistes, en assomme une avec une fléchette anesthésiante. Joli coup. Une petite piqûre à l'arrière-train et l'animal titube comme un marin embordé, nous permettant ainsi de rentrer sans danger dans la cage pour ausculter ses parties intimes. Comme vous pouvez le voir en regardant ses organes génitaux, et c'est ce qui la rend unique parmi les mammifères, c'est que non seulement la hyène tachetée a une sorte de phallus, mais elle n'a pas d'ouverture vaginale externe. À la place, elles ont ces deux renflements qu'on appelle pseudoscrotum. L'accouplement peut être brutal pour les hyènes. Faire pénétrer le pénis du mâle dans le phallus étroit de la femelle s'avère délicat. Et ce n'est pas tout. Non seulement elle utilise son phallus pour s'accoupler et uriner, mais c'est aussi par là qu'elle devra mettre bas.
La tête du petit est si grosse que son phallus se déchire. Non seulement c'est très douloureux, mais ça lui est souvent fatal. Environ 10% des femelles meurent en donnant naissance la première fois. Pourquoi donc la hyène femelle a-t-elle un phallus ? Personne ne le sait vraiment, mais dans l'utérus de sa mère, elle est exposée à des taux de testostérone très élevés. Bien que ce soit très rare chez les humains, cela arrive chez certaines femmes. Les lèvres du vagin fusionnent et le clitoris grossit pour devenir un petit phallus. Chez les hyènes femelles, la testostérone est la cause de leur agressivité et de leur puissante mâchoire. Mère grand, comme vous avez de grandes dents. Une des conséquences de l'agressivité des hyènes, c'est que le viol est chose inconnue. Les mâles sont bien trop terrifiés. J'ai trouvé une beauté qui m'a promis de m'épouser, de remplir à mes pieds, de m'adorer toute ma vie. Elle me glisse des mots doux, puis elle me dit qu'elle m'a menti. Tout ça n'était qu'une plaisanterie, j'en ai ri à pleurer. Le type que j'aime se plaint que je fasse tout comme il me plaît. À force de m'avoir sur le dos, il a voulu se tirer. La bouche en cœur, j'ai consolé sa fierté blessée. Puis je l'ai mordu, tu sais, il a ri à pleurer. Je cherche un genre de fille qui serait heureuse à la maison. Une petite nana douce, une fille romantique et très tendre. Au lieu de ça, j'en trouve une qui pense vraiment me faire marrer. En étant tout à fait le contraire, j'en ai ri à pleurer. Des filles à pénis! C'est ça? Et pourquoi pas des garçons qui tombent enceints? Parfaitement. Je suis enceint. Et cela ne vous fait pas plaisir? C'est pas que je sois malheureux, mais enfin, je suis un homme. Vous ne trouvez pas ça normal? Et pas vous? Expliquez-moi comment c'est arrivé. La femelle hippocampe est remarquable à bien des qui finissent dans les étriers de la maternité. Les grossesses masculines sont rares, mais le fait qu'un mâle élève sa progéniture est un phénomène assez courant. Chez les oiseaux comme les jacanas, la femelle a un harem de mâles disposés à s'accoupler, couver les œufs et élever les petits. Parmi les roussettes, le mâle Diacopterus spadiceus donne une autre dimension à l'éducation des enfants. Ces mâles zélés qui vivent dans les forêts tropicales du sud-est asiatique ont développé une poitrine qui leur permet d'aider leurs compagnes à nourrir les petits. Cela me paraît très moderne. Une bonne chose pour ces dames, je suppose. Pas toujours aussi bien que vous le pensez. Quand un gars est enceint ou qu'il s'occupe des petits, il est souvent peu enclin au jeu de l'amour. Et chacun le sait, quand les garçons deviennent une denrée rare, les filles ont une tendance naturelle à se crêper le chignon. Alors les filles, réfléchissez bien. L'homme moderne n'est peut-être pas aussi idéal qu'on le dit, et d'une certaine manière, les garçons sont ce qu'ils sont, parce que nous les filles les avons fait ainsi. Dans la nature, le désir féminin est le moteur de l'évolution. Après tout, ce sont les gars que nous trouvons séduisants qui réussiront à transmettre leurs gènes. Les qualités que nous apprécions chez eux sont également celles que nous souhaiterions transmettre à notre progéniture. Faites-vous une raison, messieurs, nous ne courons qu'après vos gènes. D'un point de vue évolutif, j'ai bien peur que vous ne soyez qu'un moyen pour nous permettre d'arriver à nos fins. Avant de vous apitoyer sur votre sort, ayez une petite pensée pour les pauvres types dont on refuse même les gènes. Pauvre type, vous y allez un peu fort. Oups, pardon. Fellows, compagnons, camarades. Ayez une pensée pour nos camarades dont vous refusez les gènes? C'est mieux. Désolée, je me suis prise au jeu. Regardez le filant apivore ou loup des abeilles. Ces femelles, comme tant d'autres, sont brutales, impitoyables et se servent de leurs atouts sexuels pour obtenir de la nourriture. Le dénouement sera cruel. Le mâle passe la journée à virevolter, espérant ainsi trouver la fille de ses rêves. Bingo! Une superbe donzelle approche, la bouche en cœur pour lui faire croire qu'il est l'élu. Ce qu'ignore cette pauvre andouille, ce benet, c'est qu'elle vient juste de s'accoupler. Elle ne cherche pas à copuler, mais à trouver de la nourriture pour ses petits. Au moment où il s'y attend le moins,
elle l'assomme, pond ses œufs en lui, et quand les marmots surgissent, ils n'en font qu'une bouchée. Celle-là, on peut dire qu'on l'a dans la peau. Honnêtement, je dois admettre que nous exigeons beaucoup d'un homme. Il se doit d'être séduisant, beau, généreux, riche, sexy, amusant, et le cas échéant, il doit même mourir d'amour pour nous. Si l'on considère notre appétit sexuel, nos désirs et le plaisir de pouvoir coucher à droite et à gauche, il faut reconnaître que nous, les filles, nous sommes plutôt du genre difficile à contenter. Le sexe est complexe, ça pue, ça colle et ça poisse. Le sexe est complexe, il faut que ça fasse mal. Les filles c'est pas simple, elles nous les cassent et chipotent. Les gars c'est pas simple, ils en veulent toujours plus. Le sexe est complexe, de face ou bien de côté. Le sexe est complexe, une vraie prise de tête. Le sexe est complexe, j'ai bien failli tout cacher. Le sexe est complexe, ça bouffe la vie. Tu prétends qu'il n'y a rien de meilleur. Désolé de briser ton rêve. Un amant n'est qu'un emmerdeur. Le sexe est un problème. La guerre des sexes est éternelle, inévitable, insoluble, et dans une majorité d'espèces, on se rend compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il fait tout pour essayer de la retenir, et elle, ça ne l'empêche pas de papillonner. L'idée préconçue qui voudrait que l'homme soit infidèle est portée sur le sexe, alors que la femme serait par essence sage, fidèle et réservée, est absolument sans aucun fondement. Dans bien des cas, les scientifiques ont observé que les femelles exigeaient de leur partenaire beaucoup de sexe, et qu'en réalité, loin de courir le jupon, les mâles occupent la plupart de leur temps à empêcher les filles d'aller voir ailleurs. Necrocias paraxès. En pleine action. Vous ne semblez pas présenter de problème sexuel. Il a commencé à copuler il y a 10 semaines, il a toujours pas fini. Mais je t'aime. Ça, c'est pas un petit coup vite fait. Comment faire pour l'arrêter? Il vous aime, mais son objectif premier est de vous empêcher de vous accoupler avec un autre. C'est normal. C'est un peu laborieux, mais ce n'est pas si rare. Les mâles, en général, sont maladivement possessifs. Voyez, par exemple, le mâle de la chrysomèle bleue. La femelle chrysomèle bleue est... Quoi ressemble une bagarre entre deux mâles? En général, le mâle se redresse pour paraître plus grand, la taille étant ce qui compte quand on parle de dominance. S'ils sont vraiment de tailles différentes, c'est le plus petit qui recule. Oui, tout à fait, dès que le mâle dominant sent une présence. Il lui suffit en général d'orienter son corps vers le nouveau venu et celui-ci reculera. Si cela ne marche pas, il mugira et si ce n'est pas suffisant, il chargera. Comment sait-on qui a gagné? En général, c'est celui qui est le plus proche de la femelle. Vous pensez que ce comportement d'intimidation nourri à la testostérone est répréhensible? Mais les femelles ne l'encouragent-elles pas? Nous, les filles, on se plaint toujours des garçons. Pourquoi ne sont-ils pas comme nous, doux et gentils? Pourquoi se battent-ils sans arrêt? C'est ce dont se plaignent mes prochains invités. Merci d'accueillir le mâle et la femelle termite. Racontez-nous votre problème. Chaque fois qu'on sort, mon petit ami commence à se battre. Quand vous êtes-vous battu pour la dernière fois? Mais hier soir avec ce type. Pourquoi vous battre? Mais il arrête pas de la mater. Elle arrête pas de me jeter. Vous n'arrêtez pas de le regarder? Je m'embrouille, moi. Les termites se ressemblent tellement, vous savez. Vous êtes sûr de ne pas aimer que votre chérie se batte pour vous? Le comportement de cette termite femelle est déplorable mais habituel. C'est une flirteuse typique qui cause invariablement du grabuge. Quand elle est avec un gars, elle ne peut s'empêcher d'en mater un autre, et quand la bagarre éclate, elle fait la navette entre les deux, proposant à chacun soutien moral et encouragement. Elle n'a rien contre la bagarre, du moment que c'est pour elle. Je les aime grands et musclés, pouvoir les tester. Voici mon Roméo, si balèze que ça. J'adore son corps de rêve, si bien balancé. Et je deviens folle quand il se bat, du moment que c'est pour moi. Je vais t'écrabouiller la trogne, je songe à te casser le nez. Je lui tendrai volontiers les pognes, en lui écrasant les orteils. Que je l'ai vu lorgner ma nana, qui avait l'air d'aimer ça. J'ai réduit sa gueule en bouillie pour faire une descente de lit. Je les aime quand ils gagnent, je les aime quand ils perdent. Je les aime quand ils saignent et qu'ils sont cabossés. Je l'aime quand il me tape aussi fort qu'il peut et qu'il en prenne plein la tronche du moment que c'est pour moi. Ces bagarres de gars, c'est qu'une histoire de sexe? Exact. Votre chérie se bat pour éloigner les autres hommes.
mais également pour vous prouver qu'il est capable de défendre son territoire et de vous nourrir. C'est l'évolution qui m'a fait comme ça, c'est pas ma faute. C'est pas une excuse. N'importe quoi, vous adorez ça. Vous faites exprès de flirter avec d'autres pour ensuite pouvoir le cajoler. Vrai ou pas vrai? Moi, jamais. Si, c'est vrai! Toutes les termites font la même chose et c'est pas réservé à votre espèce. La vue de deux mâles qui se bagarrent excite souvent les femelles. Par exemple, ça met en chaleur les femelles guépards. C'était une chouette bagarre. Waouh! Combien de femmes ici sont excitées à la vue d'hommes qui se battent? Les bagarres, c'est excitant, mais j'aime aussi les garçons doux et pacifiques. Du genre sensible et délicat? Oui. Si vous êtes moche, si vous êtes pauvre, si vous êtes trouillard, si vous êtes moche, pauvre et trouillard, vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Je suis un pou d'éponge mâle. Vous êtes un très imposant pou d'éponge mâle. Oui, et j'en suis fier. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de succès. Vous avez beaucoup de petites copines? Oui, et tout en même temps. J'ai un harem. Ça doit être sympa. Quel est votre problème? J'apprécie beaucoup mon harem. Donc pas question de partager mes nanas avec d'autres. Alors, je monte la garde devant mon éponge. Je vis dans une éponge, bien sûr, pour les protéger des regards indiscrets. Quand d'autres hommes se pointent, je leur casse la gueule. Quand une autre femme approche pour flirter avec moi, j'ai un faible pour les femmes. Je les invite à rejoindre mon harem. C'est génial! Plus on est de fous... Je vois toujours pas où est le problème. Oui, mais la suite n'est pas aussi rose. Je vous raconte. L'autre jour, une fille arrive, toute mignonne. Je l'invite, et la voilà qui entre. Et qu'arrive-t-il? Ce n'était pas du tout une fille, c'était un mec déguisé! Et moi, je surveille mon éponge, tandis que lui, il s'éclate à l'intérieur comme jamais! Les filles de votre harem ont couché avec lui? Elle ne le laissait pas tranquille une seconde! Elle n'aime donc pas que les gros poux d'éponge bien virils. Il était aussi viril qu'un sac à main, et elle ne le lâchait pas! Et il les voulait toutes? Il les a prises les unes après les autres! Comme l'éléphant de mer, le mâle pou d'éponge dominant est un gars balèze qui accapare toutes les nanas. Malheureusement pour lui, il existe un pou d'éponge mâle du genre gringalet qui imite plutôt bien les jolies vampes. Il ressemble à une fille, il se conduit comme une fille, et ce crétin de Monsieur Muscle en est tellement persuadé qu'il l'invite à se joindre au groupe. Chez les poux d'éponge, comme parmi les humains, les femelles ne sont pas uniquement attirées par les muscles. Il semblerait qu'elles aiment aussi les garçons qui ressemblent à des filles. Il y a des filles qui les aiment grands et bien bâtis. Il y a des filles qui les aiment dur à cuire. Il y a celles qui attendent la bagarre avec son cortège de biceps. Mais il y a des filles qui préfèrent les gars gentils, du genre sensible et bouclé. Et même si ça paraît bizarre, nous on craque pour ce type en jupon. Si on le mettait dans une salle de sport, il prendrait ses jambes à son cou. C'est une vraie gonzesse, une copine parfaite, on en perdrait son latin. Pourtant il est tellement rigolo, oui, avec son joli petit doigt en l'air. Il sait trouver les toilettes qu'il nous faut. Nous on craque pour ce type en jupon. Les derniers potins n'ont pas de secret, ni la nouvelle crème de beauté. Il fait des merveilles au fourneau. Il est si joli et si fin, car son moindre avis sur le shopping nous fait chavirer le cœur. Et qui mieux que lui fera nos brochis? Nous on craque pour ce type en jupon. Avec un rien il nous donne de l'allure. Nous on craque pour ce type en jupon. Garder une femelle fidèle est un boulot difficile. Un boulot qui, comme on va le voir, demande un type d'outil très particulier. Veuillez applaudir la mouche du vinaigre mâle. Vous avez trouvé une bonne manière de garder votre petite amie. Oui, tout à fait.
Faites entrer la petite amie. Avez-vous déjà eu envie de coucher avec un autre homme? Oui, madame. Faites-le entrer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Elle flirtait avec moi tout le temps, mais maintenant, à chaque fois que je l'approche, elle essaye de me taper dessus. Pourquoi le battez-vous? Je sais pas. Monsieur la mouche du vinaigre, vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Oui, je sais. Quand nous nous accouplons, mon sperme crée une substance chimique qui te rend plus agressive avec les hommes. Donc au lieu de coucher avec eux, tu les frappes. Oh, espèce de pauvre type! Les mâles de certaines espèces utilisent des armes chimiques pour garder leurs copines fidèles. Le sperme de la mouche domestique contient plusieurs substances qui modifient leur comportement et les dégoûtent du sexe. Quelquefois à jamais. La volonté acharnée d'assurer la transmission de leurs gènes a profondément influencé l'évolution des mâles. Cette volonté a fini par jouer sur le développement de cet appendice pour lequel nous avons tous tant d'attention, le pénis. J'ai rendez-vous à midi. Votre nom? Libellule aux ailes noires. Pourriez-vous brièvement me décrire votre problème? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon pénis! Impressionnant. Pourriez-vous me dire comment il fonctionne? Alors là, c'est un genre de bulbe qui gonfle comme un gros ballon. Il y a 2 cornes au bout et de longs poils tout au long. Dois-je m'en inquiéter? Non. Bien des créatures ont des organes génitaux hors du commun, comme le phalène Holseclostera seraphica. Le mâle de ces grands papillons de nuit a des organes sexuels magnifiques dont il se sert de manière spectaculaire quand il cherche à attirer l'attention d'une femelle. En frottant ces parties l'une contre l'autre, il les fait vibrer, ce qui produit un son ravissant. Malheureusement, les sexes musicaux sont rares. Mais j'ai découvert que les parties de ces messieurs varient beaucoup d'une espèce à l'autre. Le pénis est un drôle d'engin. Il s'est transformé plusieurs fois et on le trouve à différents endroits du corps. Ici, c'est un tentacule, là, une protubérance sur la tête. Les iguanes marins en ont 2, un pénis à gauche et un pénis à droite. Les araignées, par exemple, en ont un de chaque côté de la bouche. La limace du Pacifique porte son pénis derrière l'oreille. La plupart des oiseaux mâles n'ont pas de pénis du tout. Alors qu'est-ce qui détermine qu'un mâle se retrouve avec un petit pénis et qu'un autre ait un gigantesque outil? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est souvent à cause de nous, les filles. Pour en savoir plus, j'ai rendu visite au docteur Alan Dixon du zoo de San Diego. Bon, la forme du pénis. Au premier abord, elle est plutôt simple, mais chez beaucoup d'animaux, ça paraît plus compliqué. Pourquoi? Vous observerez que les formes les plus complexes se trouvent parmi les espèces où la femelle s'accouple avec des partenaires multiples. Dans un groupe de chimpanzés, la femelle aura des rapports avec quasiment tous les mâles, à l'exception de ceux qui font partie de sa propre famille. Elle-même ne saura pas qui est le père. Non. Et on arrive alors à ce qu'on appelle la compétition spermatique. Pour devenir le géniteur, les mâles qui posséderont les formes les plus sophistiquées de pénis auront un avantage en termes de capacité de stimulation du système reproductif féminin, ce qui rend leur sperme plus apte à arriver à destination, à être conservé et fertilisé. Ainsi, les garçons qui stimulent le mieux les filles ont plus de chances de voir leur sperme retenu. Pourquoi? Dans de nombreuses espèces, la femelle a besoin d'être fortement stimulée sexuellement avant de pouvoir ovuler. On constate en général que les filles qui sont correctement stimulées ne vont pas chercher ailleurs d'autres garçons. En toute logique, si son premier amant lui procure assez de plaisir, il a toutes les chances d'être le père de ses enfants. Alors les gars, si votre femelle commence à avoir le regard qui traîne, vous feriez bien de trouver un truc un peu spécial au rayon pénis si vous voulez transmettre vos gènes. On voit des trucs vraiment extraordinaires. La baleine noire possède des testicules qui pèsent 1 tonne chacune. Multiplié par 2, cela fait 2 tonnes. 2 tonnes de son poids. Ce sont les plus gros testicules de la nature. Fascinant. Des organes sexuels plus sophistiqués, voilà le cadeau de l'évolution aux femelles de petite vertu.
Plus dure est la compétition pour les fertiliser, plus spectaculaires sont les parties intimes des mâles. Quand les femelles sont fidèles, le résultat est décevant. Chez les gorilles, où les femelles sont vraiment loyales, le mâle doit se contenter d'un pénis minuscule. Mais je dirais pas ça devant lui. Alors les gars, vous n'aimez peut-être pas nous voir papillonner, mais regardez ce merveilleux résultat. De multiples vitesses, un moteur turbo-injection, triple action. C'est une véritable fusée de poche. Moi je veux grimper dans ta fusée de poche, monter là-haut dans les cieux. Mets ton casque et accroche-toi bien, appuie sur la mise à feu. Sur ta fusée de poche, je veux décoller. Faut pas l'abîmer, on est branché supersonique. Fusée de poche, je veux te monter jusqu'à la mort. On est branché supersonique, fusée de poche, tu vas me monter jusqu'à la mort. Elle est pas toi le matin, elle est pas toi pour la nuit. Et tu peux la déguster, tu peux la dévorer, tu peux la titiller, tu peux t'asseoir dessus, te la mettre dans l'oreille, te la frotter dans les cheveux. Faut pas l'abîmer, on est branché supersonique, fusée de poche, je veux te monter jusqu'à la mort. Tu te refais de là, moi je veux décoller, remplis-la jusqu'à la gueule. Reprenons de l'altitude, vas-y donc à la manœuvre. Si tu veux vraiment aller au 7e ciel, faut pas l'abîmer, on est branché supersonique, fusée de poche, je veux te monter jusqu'à la mort. Les garçons, vous pouvez donc savoir si les femelles de votre espèce sont de nature monogame en inspectant la taille de votre fusée de poche. Si vous possédez un instrument de torture moyenâgeux, elle sera dépravée. Et si vous avez un minuscule bidule qui pendouille tristement, elle vous sera dévouée corps et âme. Le sexe de l'homme est plutôt simple. Absolument. Il n'a rien d'extraordinaire, ni par sa forme, ni par sa taille. Bien que de nombreux humains se plaisent à penser le contraire. Mais je peux vous assurer que chez les primates, on voit des morphologies bien plus compliquées. Nous sommes vraiment très ordinaires. Le pénis est un outil qui a évolué dans sa lutte incessante pour l'emporter sur les autres et transmettre ainsi ses gènes. Mais sa raison d'être ne se limite pas à stimuler et à fournir du sperme. Parfois, il peut servir de très efficace ceinture de chasteté. Voyez plutôt l'abeille Apis mellifera. Un beau jour, une abeille reine se baladait en bourdonnant, prête pour le grand amour. Elle a de la chance, car pour chaque reine, il y a 25 000 mâles qui sont prêts à tout faire pour un câlin. En voilà un qui espère planter sa petite graine. Mais comment être certain que c'est bien son sperme qu'elle utilisera pour fertiliser les œufs ? L'abeille mâle a trouvé une solution radicale. Alors qu'il atteint l'orgasme, bam ! Ses organes génitaux explosent et il fait une chute mortelle. Sa Majesté se retrouve imprégnée et souriante, mais malencontreusement obstruée par le membre de son amant, ce qui lui interdit toute autre galipette. L'invention de ces garçons est stupéfiante. Rassurez-vous, la jeune reine va vite être capable de se retourner et retirer cette ceinture de chasteté. Et continuer ses escapades avec d'autres mâles détonnants. Absolument. Ainsi, comme le pensent mes collègues biologistes, il n'y a pas de limite à l'imagination lorsque l'on veut s'accoupler à tout prix. Mais comme nous allons le voir, toutes les créatures ne s'accouplent pas. Et pour nous raconter tout ça, veuillez accueillir mon invité suivant, le rotifère Bdelloïd. Vous vous reproduisez sans avoir de rapport sexuel? Tout à fait. Et l'amour, vous connaissez? Ça se faisait il y a très longtemps. Quand un membre de votre famille a-t-il fait l'amour pour la dernière fois? Il y a 85 millions d'années. Même pas un petit bisou depuis les dinosaures? Pourquoi pas? Mes aïeules ont aboli les mâles, elles trouvaient qu'elles étaient mieux sans eux. Génial! Oh, ferme-la! Alors, y a pas de jalousie. Et tu ne te fais jamais sauter dessus? Comment faites-vous des enfants? Eh bien, on se clone nous-mêmes.
Le clonage n'a rien d'extraordinaire dans la nature. En fait, des milliards de petits organismes se clonent chaque jour. Mais voyons, voulez-vous d'autres curiosités biologiques tout aussi intéressantes? Derrière moi se trouvent 2 vers plats marins. Il semblerait qu'ils pratiquent l'escrime, et ce serait leur pénis qui leur servirait d'épée. Salut, désolé de vous interrompre, mais pouvez-vous nous dire ce que vous faites? De l'escrime au pénis. Vous vous disputez une femme? Nous sommes des femmes. Des femmes avec des pénis? Non, nous sommes hermaphrodites. Pourquoi vous battre alors? On essaie de se féconder l'un l'autre. Et... ah la vache. Loin des plages et des bars à cocktails, au fond des forêts de Californie, parmi les majestueux séquoias, il existe une des créatures les plus étranges que vous puissiez rencontrer. Voici le docteur Janet Leonard, une biologiste qui a passé 6 ans à étudier un drôle de comportement sexuel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'appelle ici la limace banane car elle est de couleur jaune vif. Elles sont à la fois mâles et femelles. Chacune possède un pénis et un vagin. Elles sont donc hermaphrodites? Oui. Voilà le genre d'endroit où l'on peut trouver des limaces bananes. Elles apprécient ces rives humides et en pente. D'ailleurs... Oh là là, je les vois, incroyables. Mon Dieu, elles sont vraiment hideuses. Mais non, elles sont magnifiques. Regardez-les. Elles me rappellent Yoda. Je ne sais pas si Yoda apprécierait. Pouvez-vous me dire où se trouvent ces organes génitaux? Sous ces tentacules se trouvent les ouvertures génitales. Vous ne pouvez pas le voir actuellement, mais quand elle est excitée, cette zone enfle. C'est un peu comme si le pénis se situait derrière l'oreille droite. Exactement. Et le vagin à la base du cou. Cela suggère de nouvelles positions pour le Kama Sutra? Le Kama Sutra de la limace est assez sophistiqué en fait. Un bruit court comme quoi les limaces bananes s'arrachent mutuellement leur pénis, c'est vrai? On a pour règle de ne pas le dévoiler au public, mais cela arrive. Il est difficile pour nous autres humains d'imaginer être à la fois mâle et femelle, et l'idée de mâcher son propre pénis est carrément perturbante. Les vers marins hermaphrodites ne cessent d'osciller entre les deux sexes pendant plusieurs semaines. Un coup tu fais le mari, un coup tu fais la femme. Au bal des mollusques, les berniques s'empilent les uns sur les autres. Celles du fond deviennent femelles, tandis que celles du dessus développent un long pénis qui pendouille jusqu'aux filles en dessous. Les lièvres de mer ont trouvé une solution qui paraît encore plus sympathique. Ces petits vénards tirent le meilleur profit d'avoir à la fois un pénis et un vagin. Ils s'assemblent en un cercle chaleureux pour prendre et se faire prendre en même temps. Qui peut dire? Mais d'où est-ce que je viens? Qui peut dire? Qui je suis? D'un côté je suis une femme et de l'autre je suis un homme. Alors secoue-moi, prends-moi, embrasse-moi, mets-moi à l'envers. D'un côté je suis en tout noir et de l'autre bec verseur. Nous sommes des oiseaux de nuit pour la débauche et pour le flirt. On n'a pas de beau pelage et pas non plus de jolies ailes. Mais pour ce qui est de s'amuser, on connaît bien la musique. Si tu veux nous rejoindre, t'auras ta place parmi nous. Qui peut dire? Mais d'où est-ce que je viens? Qui peut dire? Qui je suis? D'un côté je suis une femme et de l'autre je suis un homme. Alors secoue-moi, serre-moi, embrasse-moi, prends-moi sur tes genoux. D'un côté je suis serrure et de l'autre je suis la clé. On est légèrement prétentieux mais délicieusement sexy. On n'a pas de beaux pétales mais surtout on ne s'étripe pas. Mais pour ce qui est de draguer, alors là y a pas de souci. Amène-toi et je te parie que tu n'en reviendras pas.
c'est vraiment pratique d'être hermaphrodite. Tout à fait, dans les cas de grande solitude, les hermaphrodites font ce dont les autres ne peuvent que rêver dans leur détresse affective. Ce qui m'amène à mon invité suivant. Merci de bien vouloir accueillir le ver de terre. Comme la plupart des hermaphrodites, vous avez des parties mâles et femelles. Absolument. Ce qui vous permet de faire quoi? L'amour avec moi-même. Et c'est bon? C'est pas mal. C'est tout? C'est mieux que pas de sexe du tout, mais je préfère avoir un partenaire. Quand un hermaphrodite se reproduit lui-même, c'est de l'autofécondation, mais ça ne signifie pas qu'il y ait copulation pour autant. Dans ce cas, œufs et sperme se mélangent à l'intérieur. Maintenant, supposez que vous n'êtes pas hermaphrodite, mais que vous vous trouviez seul, sans personne avec qui vous accoupler. Vous vous direz, et voilà, c'est la fin. Sauf si vous êtes une vrillette. Je suis là pour voir le docteur Tatiana. Votre nom? Vrillette des noyaux. La vrillette des noyaux vit dans des fissures qu'elle creuse dans des noyaux de dattes, mais aussi dans les boutons. Oui, des boutons comme sur vos vêtements. Lorsqu'une femelle vrillette trouve un joli bouton où fonder son foyer, elle est confrontée à un problème. Comme elle sort peu, il lui est difficile de rencontrer un mâle. La solution est donc de le créer elle-même. Comme d'autres femelles de la famille des insectes, elle est capable d'avoir un enfant sans avoir de rapport sexuel. Elle pond un œuf, il éclot, et il en sort un fils. Plutôt du genre avorton. C'est toujours un fils quand elle ne s'est pas accouplée. C'est une petite déception, car la vrillette préfère les filles, avec lesquelles elle peut papoter et faire du shopping. La solution n'est pas loin, car le petit de la vrillette est capable de copuler immédiatement après avoir éclos. Maman devient très familière avec son fils et ils finissent par s'accoupler. Tant mieux pour elle, car elle va pouvoir avoir plein de filles. Mais ce n'est pas aussi bien pour lui, car le sexe donne de l'appétit à maman et il est l'unique plat délicat à son menu. Ainsi, ayant couché avec son fils, elle le mange. Et il n'y a rien de meilleur que d'avoir sa famille à dîner. L'innovation que cet organisme a su développer pour survivre est admirable. Mais sans tendresse et sans amour. Que de solitude. Mais pourquoi? C'est l'environnement qui veut ça. Quand on cherche un partenaire, il faut faire avec ce qu'on a sous la main. Pareil pour les humains. S'ils vivent dans des endroits isolés, ils finiront peut-être par s'accoupler entre membres de la même famille. Cela n'est vraiment pas très sain. Et ils se retrouvent souvent malades ou avec de drôles de têtes. Quand un garçon et une fille font l'amour et que de cette union naît un enfant, celui-ci hérite de 2 séries de gènes, l'une du père et l'autre de la mère. Et ça, c'est très pratique. Si par exemple un gène déficient est transmis par le père, il n'y a aucun risque à partir du moment où le gène correspondant chez la mère est bon. Mais si les parents sont de la même famille, leurs gènes seront très similaires. Dans ce cas, si le gène du père est mauvais, il y a de fortes chances pour que celui de la mère le soit aussi. 2 exemplaires d'un mauvais gène n'est pas bon signe. Si vous couchez avec un inconnu plutôt qu'avec votre frère, votre mère, votre père ou votre grand-mère, vous aurez toutes les chances d'avoir des enfants en bonne santé. C'est pour cela que de nombreuses créatures ont développé une aversion sexuelle pour leurs proches familles. Si les êtres humains ne doivent pas s'accoupler avec leurs proches parents, pourquoi moi je peux? Alors ça, c'est une bonne question. Comment se fait-il que les vrillettes puissent pratiquer l'inceste sans avoir à redouter les conséquences des rapports consanguins? Eh bien, lorsqu'une femelle vrillette accouche d'un fils, c'est une naissance vierge. Il n'a pas de papa. Et comme il n'a pas de père, il n'hérite que d'une seule et unique série de gènes. Et si par malheur, maman lui transmettait un gène récessif, ça ne fait pas de doute, il mourrait sur le coup. S'il survit, c'est que ses gènes sont bons. Maman peut s'accoupler avec lui tranquillement en sachant que ses filles hériteront de 2 bonnes séries de gènes. C'est fantastique! Sauf si l'on est un homme. Chez la plupart des espèces pratiquant l'inceste, le mâle fait office de mécanisme de filtrage des mauvais gènes. Ce sont des mâles à usage unique. Comparés aux femelles, ils sont petits, ils sont bien moins nombreux et ils meurent très tôt. Certains mâles incestueux n'ont même pas de bouche car leur vie est trop brève pour éprouver le besoin de se nourrir. Bon d'accord, les hommes rament, ok? Mais les filles s'en sortent bien. Il ne faut pas pratiquer l'inceste sans arrêt, sinon vous pourriez avoir des ennuis. Pourquoi? Parce que l'inceste est d'une certaine manière identique à l'autofécondation. C'est quoi ça? Si vous aviez suivi, vous sauriez que c'est ce que font les hermaphrodites quand ils ont des rapports avec eux-mêmes.
Ça doit être super! Peut-être, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire à longueur de journée. Pourquoi pas? L'autofécondation, tout comme le clonage, est le moyen de se reproduire soi-même. Inutile de perdre son temps à trouver un partenaire. Mais sans parler de manque de plaisir, il y a réellement des inconvénients à ce moyen de reproduction. Si le patrimoine génétique de vos rejetons est identique au vôtre, cela signifie qu'ils n'évolueront pas. Tout restera pareil. Ce n'est pas une bonne chose, car si votre environnement change, si un nouveau prédateur arrive, ou si une nouvelle maladie surgit, vous êtes foutu. Par contre, si vous vous accouplez, le patrimoine génétique de votre espèce sera plus varié, car il sera en permanence brassé de différentes façons, ce qui vous permettra de survivre et de vous adapter. Imaginons par exemple que dans votre espèce, la plupart des individus soient pourvus de longues pattes. Cela peut s'avérer utile car vous pouvez voir au-dessus des hautes herbes et vous enfuir si vous voyez une sale bête approcher. Au sein de la même espèce, il se trouve également des petits gars courts sur pattes. Leur vie est plus difficile car ils ont du mal à voir au-dessus des hautes herbes. Mais un jour, un horrible prédateur débarque avec ses grandes dents et ses immenses pattes. Il court très très vite et il a toujours faim. C'est alors que les petits gars entrent en jeu. Ils ne peuvent peut-être pas courir vite, mais ils sont difficiles à repérer. Ainsi, ils évitent de se faire croquer. De plus, les filles qui aiment les petites pattes y gagnent car leurs modestes maris vivent plus vieux et donc leur font plus d'enfants. Bientôt, on ne jure plus que par les petites pattes. L'espèce évolue de sorte à être plus courtaude et ainsi, elle survit. Personne ne sait comment la sexualité a commencé à évoluer. Certains pensent que ce serait comme une sorte de maladie qui se serait propagée et que les créatures sexuées auraient mieux résisté que celles qui se clonaient. En termes d'évolution, il n'y a pas de doute. Le sexe, c'est bon pour vous. Parlons un peu de plaisir, voulez-vous? Et qu'en est-il des caresses? Quoi? Quelles caresses? Eh bien, on ne mélange pas ses gènes quand on pratique un cunilingus. Oui, et tous ces trucs homosexuels? Et la masturbation. Prenez l'iguane marin. Le mâle a 2 pénis et on peut souvent voir un jeune mâle se masturber quand une jolie fille vient à passer. Ce n'est pas seulement de l'onanisme. Quand un mâle de petite taille s'accouple à une femelle, il est souvent interrompu brutalement par un costaud qui l'envoie balader. En se tripotant d'abord, il s'excite suffisamment pour atteindre l'orgasme plus vite et réduire ainsi les possibilités d'être interrompu. Le sexe oral est une autre pratique assez répandue chez les mouches du vinaigre où le mâle courtise la femelle en faisant vibrer ses ailes avec ardeur. Si elle y est sensible, il lèche ses organes génitaux avant d'étendre ses ailes délicatement et de l'assaillir. Chez l'accenteur mouché, monsieur stimule à coups de bec les organes de madame. En plus d'être divertissant, cela l'incite à expulser le sperme de ses amants précédents. En voilà un picorant les parties intimes d'une fille. Regardez comme elle remue la queue. Va-t-il réussir à la persuader de se débarrasser du sperme de son dernier amant? Oui, c'est fait. Et maintenant, à son tour. Nom d'un crapaud, c'est ce que j'appelle un petit coup vite fait. Pour les rapports sexuels non reproducteurs, les plus sujets à controverse, tournons-nous vers une de mes patientes, la femelle macaque du Japon. J'ai eu une terrible bagarre avec mon chéri. Liée à votre sexualité? Il y a une fille absolument somptueuse qui traîne dans le coin. Et lui, il n'arrête pas de la mater. Vous êtes jalouse? Extrêmement. Vous souhaitez qu'il la laisse tranquille? S'il s'approche d'elle encore une fois, je le tue! Vous le voulez rien que pour vous? Mais c'est pas lui que je veux, c'est elle! Elle est trop belle! Quand une nouvelle et appétissante femelle macaque du Japon arrive à l'âge de la puberté, il n'y a pas que les garçons qui soient excités. Comme beaucoup de femelles d'autres espèces, les filles macaques sont vicieuses et chaudes. Et une jolie fille ne les laisse pas indifférentes. Les mâles macaques en quête d'amour ne doivent pas uniquement se soucier de la compétition masculine. Il leur faut également faire face à l'amour lesbien des jolis guenons samouraïs. Il y a
également d'autres activités sexuelles qui semblent réjouissantes, bien qu'elles n'aient aucune utilité du point de vue de l'évolution. Le dauphin à grand nez n'est pas très regardant quant au choix de ses partenaires sexuels. On a même vu des mâles essayer de s'accoupler avec des tortues de mer. Ils tentent de mettre leur pénis dans le tissu mou au bas de la carapace de la belle. Et pourquoi font-ils cela? Pour essayer. Alors le sexe n'est pas seulement bon pour la santé, c'est aussi très amusant! Vous avez tout à fait raison, et si parfois il est cause de bien des soucis, c'est parce qu'on s'excite trop quand on aborde le sujet. On s'excite pour le sexe parce que c'est si important pour l'évolution. Sans sexe, nous ne serions que de minuscules microbes errant sans but. C'est totalement vrai. Même notre ami le rotifère bdéloïde serait très différent s'il n'avait pas eu de relations sexuelles il y a 85 millions d'années. Ah, je suis toujours là, vous savez. Alors, ce n'est pas grave si on fait tous l'amour différemment. Et même si on fait ça avec 2 pénis. Et ça va aussi si j'attache ma femme? Tout ça ne me pose aucun problème. Il me reste plus qu'à tomber amoureuse. J'ai gardé ça pour la fin. Quoi donc? Les plus beaux gestes d'amour que les garçons du règne animal ont su donner aux filles. Les araignées ont une vie sexuelle haute en couleurs. Prenez le Tidarène Argo. L'histoire du mâle Tidarène Argo est un conte extraordinaire, fait d'amour, de sacrifices et de mutilations. Comme la plupart des araignées mâles, il passe son temps à rechercher une partenaire. Seule une minorité y parvient, mais quand il la trouve, il en tombe éperdument amoureux. Comme les autres mâles araignées, le Tidarène Argo possède 2 pénis de part et d'autre de sa tête. Mais pas pour longtemps, car il va arracher l'un d'eux et le manger. Délicieux. Cela ne dérange guère la femelle d'avoir un partenaire mutilé, puisqu'elle le laisse grimper à bord et jouer avec son pénis restant. Et quel pénis! Pendant l'accouplement, il peut casser net, rester dans la femelle et continuer son boulot tout seul. Pour couronner le tout, la femelle finit par tuer son amant et manger ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui motive ces mâles imprudents à se sacrifier ainsi? Pour le découvrir, je suis au laboratoire d'une spécialiste en araignées, le docteur Mediane Andrade. Le mâle de la veuve noire à dos rouge est beaucoup plus petit et plus clair que la femelle. Pour s'accoupler, il rampe en haut de son large abdomen, agite devant elle ses 2 pédipalpes ou pénis et se prépare pour un saut bien plus que périlleux. Vous voyez, ses pédipalpes s'allongent. Il a sauté, il faut qu'il l'attrape car elle est remuante. Il se place juste au-dessus des crochets de la femelle. Je crois que ça va être un accouplement cannibale. Ces crochets touchent le corps du mâle. Elle se tient prête à plonger ses crochets et à le déguster pendant qu'il copule. Exact. Maintenant, ses crochets s'enfoncent. Ils vont dégager des enzymes dans son corps à lui. Elle va le vider comme on boit un milkshake? Absolument. Un milkshake très nourrissant. Même si cela paraît horrible et que la femelle lui a réellement percé le corps, il continue à transmettre son sperme. Cette araignée est le seul cas que je connaisse où le mâle semble avoir un rôle actif dans sa propre mise à mort. Pourquoi fait-il cela? À cause des risques qu'il encourt d'être tué lorsqu'il recherche une femelle. Seuls 17% des mâles réussissent à atteindre la toile d'une femelle. La plupart ne rencontrent jamais de femelles. Oui, et ceux qui y parviennent sont contraints de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils investissent tout sur la femelle qu'ils trouvent. Et vos travaux ont prouvé que les mâles qui étaient dévorés engendraient plus d'enfants que ceux qui étaient rejetés. Tout à fait. Si la femelle accepte le sacrifice du mâle, si elle le mange pendant l'acte sexuel, elle lui donne un certain avantage. Elle le laisse copuler plus longtemps et il est peu vraisemblable qu'elle accepte un 2e prétendant. Il a l'air un peu chancelant. Il est un peu chancelant, mais il est vivant, il a survécu. C'est quand même incroyable de pouvoir survivre à cela. La manière la plus sûre de coucher avec une femme fatale à 8 pattes, c'est d'abord de la mettre hors d'état de nuire. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Certains mâles xysticus ou araignées crabes essayent d'échapper à leur cruel destin en la ligotant.
Ils attachent leur jolie cannibale, la Vénarde, et la pénètrent avec leurs 2 pénis. Elle adorerait en faire son dîner, mais malheureusement, elle est ligotée. L'évolution est parfois décrite comme une bataille mesquine et égoïste pour survivre. Mais il y a d'autres impératifs très importants, comme par exemple la nécessité de faire l'amour ou d'avoir des enfants. Que serait une vie sans passion? Est-ce qu'elle ne paraîtrait pas terriblement fade? La seule chose qui va être vécue, la seule chose qui soit vraie, de tout ce que je désire, quoi de mieux qu'un amour avec vous? Car sans amour, plus de paradis, plus d'enfer. Sans amour, plus de romance à raconter. Sans amour, le printemps perd toute son âme. Les arbres sont fans, les oiseaux sont muets. Dis pourquoi, dis comment, dis-moi où, dis-moi quand. Je vais trouver l'amour, même si c'est mon dernier jour. C'est pourquoi je donnerai bien ma vie, j'en paierai bien le prix. Pour rencontrer l'amour je ferai le sacrifice ultime. Car sans amour, la vie ne vaut pas un sou. Sans amour, plus d'espace et plus de temps. Sans amour, si la mort me fait signe que cela me consume, avec mon dernier souffle, dis pourquoi, dis comment, dis-moi où, dis-moi quand. Je vais trouver l'amour, même si c'est mon dernier jour. 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 L'amour exige beaucoup de vous, les garçons. Vous devez vous battre vaillamment pour conquérir nos cœurs et puis lutter encore pour tenter de le garder. Nous, les filles, nous exigeons nourriture, cadeaux et protection pour finalement partir avec votre meilleur ami. Nous vous demandons même le sacrifice ultime de mourir pour vous. Mais ce qui est joli dans tout cela, c'est que visiblement vous trouvez que nous en valons la peine. Si ça te gratte là où il faut pas, si t'as des vilaines rougeurs, si tes bijoux sont rikiki, si ta femme te demande du cash, si tu supportes plus ta moitié, si ton mec te prend la tête, si t'es déçu par ton homme, cours vite la voir si tu peux. Si tu veux mordre ton amant, si tu veux le voir saigner, si t'aimes dormir avec maman, écoute bien ce qu'il te faut. C'est Dr Love, oui bébé, vas-y, va donc la voir. Le Dr Love, oui bébé, c'est elle qui saura bien si tu galères en amour te donner un petit coup de main. C'est Dr Love, oui bébé, la clinique de l'amour. Le sexe est complexe, mais qu'est-ce qu'on fait pas pour ça? Le sexe est complexe, j'y vais sans compter. Le sexe est complexe, c'est une sale manie. Le sexe est complexe, ça bouffe la vie.